Bonjour à tous, je voudrais commencer un peu à faire un préambule, comme bien Alex l'a expliqué. Merci Alex. À l'OM, il faut positiver. C'est la grande ligne directrice annoncée par Pablo Longoria, le président, vendredi dernier en conférence de presse. C'est positif, très positif. Une conférence de presse plutôt passionnante avec des journalistes qui ont pu poser des questions, même si on le sait, l'exercice est compliqué, difficile de faire des relances, mais Pablo Longoria a essayé d'être transparent et surtout de défendre le club. Analyse de sa com. Pablo Longoria a donc réalisé une conférence de presse majeure pour conclure le mercato olympien vendredi dernier. Malheureusement, il y a encore énormément de questions qui se posent puisque l'Olympique de Marseille a un fonctionnement plutôt nébuleux. On l'a vu sur les questions dans ma dernière vidéo au mois de juillet. Il reste énormément de questions sans réponse. Et même s'il a essayé de clarifier certaines situations, voilà les questions qui perdurent. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait bien expliquées. Mais d'abord, merci à Planète Foot de m'accueillir. Jérémy et Ludo, vous connaissez le paradis du foot. Le musée des maillots de foot, plus de 350. Et la salle de foot à côté, vous connaissez désormais pour ceux qui suivent le Dash Foot tous les midis et ceux qui sont également sur TikTok. Alors merci pour la force, le partage, les commentaires et tous les nouveaux abonnés ici sur YouTube. Vous assurez. Avec les mercatos qu'on a fait, on considère qu'on est dans une situation économique maintenant positif, avec un potentiel vente, on pourra discuter plus tard, de Bamba Dieng. Ça nous permet de pouvoir penser avant le 30 juin prochain d'arriver dans une situation économique très positive. Une situation très positive et ça aurait été encore mieux avec la vente de Bamba Dieng. Comment est-ce possible au fait? Parce que c'est bien de l'annoncer, c'est bien de faire de la communication. Certains journalistes commencent à pointer du doigt la communication de Pablo Longoria. Il est bon communicant. C'est là où je me dis, on est enclin à croire les gens. Mais même moi, même qui vous voulez, un mec que vous croyez, que vous voyez sur une vidéo, que vous voyez dans le sport, mais il peut vous dire ce qu'il veut. Il peut vous dire ce qu'il veut, sauf que dans le football, vu qu'on aime les clubs, et ce qui est normal, c'est une relation passionnelle, on va se dire qu'ils ne peuvent pas nous mentir, il va vous dire ce qu'il veut, il va vous parler sportif, etc. Magnifique communicant, Pablo Longoria, ça me fait penser à Leonardo à l'époque au Paris Saint-Germain, sauf que là, il y a beaucoup d'agents qui en ont leur claque, il y en a qui ont écrit au club, il y en a qui se sont plaints des dirigeants du club. L'Olympique de Marseille, en 2020, attaqué avec Radonjic, Benedetto, Sanson, une défense Sakai, Nagatomo, etc., etc., vous connaissez. Aujourd'hui, ce n'est plus le même monde, ce n'est plus le même OM en 2022. Très bien, pas de souci. Mais alors, avec la crise Covid, avec tout ce qui s'est passé, comment c'est possible aujourd'hui que l'Olympique de Marseille soit dans une situation très positive, alors que l'OM a, en 2021 puis 2022, dépensé environ 150 millions d'euros sur le marché des transferts, en achat, hors commission bien sûr, puisque le Pablo Longoria aime parler de globalité, pour seulement environ 25 millions d'euros de vente. Alors comment c'est possible d'être au fond du trou en 2020, de ne pouvoir plus rien faire? Longoria, Hérault et Villas-Boas le disaient, et aujourd'hui d'être dans une situation positive, rien qu'avec ces défenses faramineuses. Je pose la question. Vous êtes en bonne position économique. Ma question est assez simple. Est-ce que ça signifie qu'à la fin de la saison, les comptes de l'OM seront dans le vert? On travaille pour ça. Ça, c'est un des objectifs. Améliorer l'équipe, avoir des résultats sportifs, avoir des résultats économiques. On travaille pour ça, c'est l'objectif, les comptes dans le vert à la fin de la saison 2022. Très bien, on a envie d'y croire. Mais alors, expliquez-nous, en fait, pourquoi y a-t-il eu 3 réunions des NCG? Ce n'est pas clair. 3 réunions en fin de saison au mois de juin, ça n'arrive dans aucun club. Quel était le problème? Pourquoi le club était donc sous encadrement de masse salariale, le seul en Ligue 1 la saison dernière, et ne pouvait pas trop bouger, soi-disant, en 2021-2022, et se retrouve en claquant des doigts et en dépensant de l'argent sur le marché des transferts en situation très positive? Comment est-ce possible? Quel est le tour de magie réalisé auprès de la DNCG? On veut savoir, surtout pour aider les autres clubs français en difficulté. De la même façon, on a envie de croire au message de Pablo Longoria, il est positif et il défend l'institution, il a raison, mais il y a un déficit structurel à l'Olympique de Marseille. Environ, d'après plusieurs spécialistes économiques, 450 à 550 millions d'euros engloutis par le propriétaire depuis qu'il est arrivé, il y a maintenant bientôt 6 ans. Alors, qu'en est-il réellement, puisqu'il y avait un déficit structurel, que de gros sponsors ne sont pas spécialement arrivés, qu'il y a eu énormément de dépenses, donc au moins 125 millions d'euros de pertes en achat de joueurs, par rapport à la balance avec les ventes de joueurs. Alors comment est-ce possible de se retrouver, après avoir été 5 ans déficitaire, désormais, du jour au lendemain, dans le positif? Le principal objectif qu'on avait pendant ce mercato, c'était d'utiliser le mercato d'été
pour changer une chose qu'on considère que c'est fondamental au club, la culture. Je veux bien qu'il y ait des présentations positives, qu'on veuille nous annoncer des choses positives, et sur nos chaînes et sur mes chaînes, on est toujours ultra positif, mais là ça ressemble à une mariée qu'on cherche à habiller bien belle. Qu'est-ce que c'est la culture? Pour nous, c'était deux mots, ambition et exigence. Pablo Longoria est affirmatif, il faut changer la culture de ce club. Alors c'est bien forcément de le faire au 3e mercato, Pablo Longoria est arrivé fin juillet 2020 au club, mais pourquoi ce soudain retournement de situation, changement de culture, après donc 2 ans à la tête de ce club? Ok, Pablo Longoria n'a pas toujours été président du club, et il le dit, mais quand même, ça a quelque chose de surprenant, ce changement de culture, alors qu'il semblait que Jorge Sampaoli avait plutôt, lui, justement, voulu faire changer déjà cette culture la saison dernière et apporter une âme, une alchimie dans cette équipe. Donc pourquoi ce retournement soudain au mois de juillet 2022? Curieux. On veut faire agrandir le club. On veut continuer avec une direction de transformer le club, transformer la culture, avoir de l'ambition et avoir de l'exigence. Pablo Longoria nous explique donc que le propriétaire Franck McCourt est très très présent. C'est pas vraiment le cas dans les médias ni dans l'univers du peuple marseillais, mais ma foi, là pour le coup, on a juste envie de le croire. Ça part du propriétaire. On a eu pendant tout l'été beaucoup de conversations avec les propriétaires de quelle direction on voulait donner au club. On était tous d'accord. Pas de souci, ils sont en relation permanente. Franck McCourt connaît le foot, aime le foot, c'est ce qu'il dit et ce qu'on comprend à travers les mots du président. Pourquoi pas? Comment voulez-vous que j'aille contredire ça si c'est le président qui le dit? Hier, j'étais au téléphone après le mercato 1h30 avec Franck. Il me demandait comment est-ce qu'on allait jouer, comment il trouvait l'équipe, comment est-ce qu'on mettra Rita à jouer. Vraiment, on regarde tous les jours qu'il prend plaisir. Pour moi, l'ambition, ce n'est pas l'argent. L'ambition, c'est être présent. Franck, il est présent. On sait qu'on a un propriétaire solide. Petite question aussi qui me vient. Quand Pablo Longoria parle de propriétaire solide, on le comprend, hein, Franck McCourt est milliardaire, Forbes a annoncé une fortune à 1 milliard d'euros, mais il n'y a pas une histoire de perte depuis qu'il est arrivé à l'OM. On annonce dans Forbes, dans Sportune, dans plein d'autres magazines de spécialistes économiques que donc Franck McCourt aurait perdu entre 400 au bas mot et 550 millions d'euros sur ses 5 saisons à l'OM. Alors, il aurait donc perdu dans l'OM la moitié de sa fortune. C'est ça un propriétaire solide? Expliquez-nous comment il vit, cet homme, et comment il continue de gagner de l'argent. C'est tout. On a un propriétaire qui nous porte de la confiance. On a un propriétaire qui nous porte tous les changements qu'on a eu au club. Il a supporté depuis les premiers jours. Mais enfin, il y a juste un truc quand même. Pablo Longoria paraît être un super directeur sportif dans ce club. Ribalta est donc un directeur du football et que David Friot est l'officiel directeur sportif. Il y a quand même donc 3 spécialistes du sportif, des achats, des ventes pour faire fonctionner ce club qui n'aurait pas de moyens et qui serait passé dans le positif du jour au lendemain. Pourquoi pas? Si avoir de l'ambition, c'est mettre chaque saison 100 millions d'euros, je ne crois pas dans ce type de football, à dire la vérité. Pour Pablo Longoria, l'ambition, ce n'est pas l'argent. Il ne voit pas un fonctionnement avec 100 millions d'euros mis chaque saison. Mais rappelez-moi, 2021, le mercato, il y a bien eu 50 millions d'euros de mis en cash dès l'été et 50 millions d'euros à sortir en prêt avec option d'achat obligatoire. Donc on est bien sur un été 2021 à 100 millions d'euros. Donc c'est assez curieux. C'est le problème des confs de presse où on ne peut pas couper l'interlocuteur, le président, et foncer donc sur d'autres questions. Forcément, ça enchaîne. On a besoin de tous les joueurs qu'on a à disposition. Ah, on a besoin de tous les joueurs à disposition. Et le pauvre Bamba Dieng, d'après certains médias, d'après certains agents, il a cherché à avoir Pablo Longoria tout l'été en rendez-vous. Alors que s'est-il vraiment passé au sujet de Bamba Dieng? Problème d'agent, problème de commission, problème d'avenir, vision d'avenir ou pas, problème de niveau de joueur. On ne comprend toujours pas à l'issue de cette conférence de presse qu'il en est réellement. On a un problème à l'OM. On a un très grand problème à l'OM. On n'a pas des joueurs qui viennent du centre de formation. Ça, c'est un grand problème. Ben oui, le centre de formation, j'en parle depuis des mois et des mois. L'explosion du nouveau centre de formation avec des joueurs qui sont allés chercher partout en France, partout en Europe, avec des joueurs extrêmement bien payés, même des enfants de 13 à 16 ans que l'OM a été prendre au nez à la barbe de l'Inter Milan, de Manchester. On a vu arriver des joueurs comme Elmas, Serra, Niakosi, des différents joueurs qu'on a achetés parce qu'on croit. Avec un effectif réduit, c'est important aussi pour la suite du projet d'avoir des jeunes joueurs qui, petit à petit, ils peuvent intégrer l'équipe première. Alors Pablo Longoria l'annonce, il a bien raison, que l'OM travaille là-dessus et veut sortir des joueurs de son vivier, c'est normal, mais comment
l'OM a-t-il pu sortir, alors qu'en 2020 c'était encore niet, des millions d'euros pour s'acheter des joueurs de ce niveau, alors que l'OM partait de zéro? Des millions ont été mis, encore une fois, transparence. Expliquez-nous comment y a-t-il pu avoir un retournement de situation dans ce club, alors qu'il n'y avait pas un euro pour quoi que ce soit encore en 2020. La situation économique actuelle du club nous a permis de tenir notre meilleur joueur. Les joueurs avec les valeurs marchandes les plus importantes. On est en capacité maintenant de tenir tous ces joueurs et c'était un choix du club. Pablo Longoria parle de beaucoup de paramètres, parle de trésorerie, de résultats nets comptables. Donc encore une fois, on y revient. On veut bien rentrer dans ces détails-là, Pablo, mais le club reste sur 400 à 550 millions de pertes sur les 5 dernières saisons. Alors comment on fait pour passer en positif tout d'un coup? Et comment on fait pour parler de toute cette globalité sans penser au fait que l'OM perd de l'argent chaque saison depuis X années? Comment, du jour au lendemain, l'OM se remet à gagner de l'argent? Et ce n'est pas la billetterie. L'OM faisait carton plein avant le Covid de la même façon, mais ne gagnait pas d'argent. Où a été cherché le président de l'OM pour bien financer toutes ces pertes et surtout repartir sur un cercle vertueux? Expliquez-nous. Il y a des questions dans l'économie du football. L'économie du football, ça ne se mesure pas avec l'achat et les ventes des joueurs. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a les paramètres des salaires, l'amortissement, il y a les paramètres de comment est-ce qu'on fait des sponsors. Finalement, il y a des questions que pour moi sont les deux indicateurs les plus importants dans le football. C'est la trésorerie et c'est les résultats nets comptables à la fin de l'année, à la fin de la saison. Et pourquoi peut-être avoir pris Luis Suarez pour à peu près la même somme que vous obtiendrez pour Bamba Dieng, qui est un attaquant extrêmement prometteur? Est-ce que vous pouvez répondre un petit peu à tout ça? Oui, c'est vrai, bonne question. L'achat de Luis Suarez, la perte de Bamba Dieng. Quand on voit Kalimundo du PSG vendu pour 25 millions d'euros à Rennes, est-ce que, en effet, la valeur de Bamba Dieng serait pas un peu plus élevée que seulement 10 millions, 11 millions d'euros? Il y a une curiosité là-dedans et avec ces réponses, on n'a toujours pas compris. La question importante, c'est de mettre tout ensemble. Des amortissements annuels des joueurs, des salaires des joueurs, charges sociales, commission agent et tous les coûts opérationnels du club, des scouting, salaire du coach, etc. Ça, mettre en considération tous les ventes que tu as fait, les plus-values, ça doit correspondre pour la santé d'un club entre les 60 et les 70% de tous les revenus que tu as en total du club. Et enfin, petite réponse sur la présence de Javier Ribalta, qui lui ne s'est toujours pas exprimé publiquement, ce qui est assez curieux. Il arrive en tant que directeur du football. On peut dire qu'on a une relation professionnelle qui c'est de beaucoup de confiance. On se connaît depuis 10 ans. Et la confiance qu'on a l'un vers l'autre, c'est très important. Javier, il était mon responsable à la Juventus. Maintenant, ça change la position, mais c'est toujours dans le respect et dans la confiance. Il a donc mis les mains dans le cambouis concernant les achats à vendre de cet été apparemment. Pablo Longoria aussi, mais en prenant de la hauteur, ce qu'on comprend en tant que président, même si il a été investi sur tous les transferts. Et donc David Friot, directeur sportif, dont il ne parle pas, mais qui a dû aussi mettre la main à la pâte. Ça fait quand même beaucoup de spécialistes du sportif, des grands noms en plus du foot, pour un seul club. Mais ma foi, le PSG, c'est bien avec Antero Henrique pour les ventes et Luis Campos pour les achats, même si bon, on comprend quand même le PSG, ce sont d'autres moyens, non? Que pendant tous les mercatos, il a supporté les négociations avec les joueurs, il a tenu tous les mercatos et ça m'a permis, à moi personnellement, d'avoir plus de perspectives, d'analyser les problèmes. Bref, à l'arrivée, vous l'avez compris, il y a beaucoup encore de questions à se poser autour de ce club. Le changement de ce club, tout d'un coup, dans une économie positive, comme le dit le président, on a envie d'y croire, mais comment y croire quand on voit le passif encore ces derniers mois et surtout les investissements massifs sur les transferts, 150 millions d'euros hors commission depuis 14-15 mois, c'est colossal, ça vous place un club tout en haut de l'échiquier et forcément ça pose des questions. Comment investir autant et se retrouver dans le vert en positif? C'est quand même un tour de magie, gagner au loto ou le Père Noël, vous appelez ça comme vous voulez, mais on a envie d'en savoir plus parce que ça pourrait donner l'exemple à plein de gens qui sont aussi entrepreneurs. Allez, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, donnez vos réponses aussi à ces questions si vous avez des pistes, des idées, je vous attends pour en discuter et puis bien sûr comme d'habitude le Déj Foot du mardi au vendredi les midis, le débrief du dimanche, on se retrouve dimanche soir pour débriefer le week-end foot avec passion. Allez, à bientôt.